Bonjour chers élèves, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo d'histoire et qui s'adresse aux élèves de 4e. Nous allons nous intéresser au chapitre qui concerne l'industrialisation de l'Europe au 19e siècle. Donc l'industrialisation, c'est le moment où vous allez voir l'Europe se couvrir petit à petit d'industrie et c'est le moment où les machines vont progressivement remplacer la production artisanale pour une production industrialisée. La période, elle est énormément représentée, notamment dans les peintures, par les peintres, mais également par des auteurs en littérature qui assistent au bouleversement de l'époque. Donc c'est une période à la fois de bouleversement politique, économique, culturel, pictural, où on va voir également donc l'apparition de nouvelles idées politiques et de classes sociales que tous ces auteurs vont nous décrire. Donc on va justement chercher à comprendre comment cette industrialisation a complètement bouleversé l'Europe à partir du début du 19e siècle. On va s'intéresser donc précisément à la première industrialisation qui part de la fin du 18e siècle et qui va jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'à peu près la découverte des premiers puits de pétrole. Alors, la découverte du pétrole ne met pas complètement fin à cette première vague d'industrialisation, elles vont pendant un petit moment se juxtaposer, puis ensuite la machine à vapeur sera progressivement remplacée justement par l'énergie pétrolière. Dans notre première industrialisation, elle se base sur la création donc de la machine à vapeur. Alors, on l'attribue généralement à l'inventeur James Watt. Or, c'est difficile de dire qu'il n'y a qu'un seul inventeur pour une chose. En réalité, généralement, les inventions sont le fruit de perfectionnement de plusieurs inventions. Donc en 1769, James Watt va perfectionner l'invention qui avait été réalisée par Papin et par Newcomen au cours du XVIIIe siècle, sauf qu'il va utiliser cette machine pour la mettre dans les usines. Donc les premières machines à vapeur sont mises en place dans les usines textiles de l'Angleterre. Donc là, on parle véritablement d'une révolution industrielle dans la mesure où ces machines vont complètement bouleverser la manière de produire. Puis ensuite, elles vont être progressivement introduites dans des usines en Europe, et donc là on va parler d'industrialisation, puisque à la différence d'une révolution qui se fait de manière brutale, l'industrialisation est donc un processus de développement progressif des industries partout à l'intérieur de l'Europe. Alors, la machine à vapeur, elle bouleverse l'Europe surtout de manière économique. Elle est utilisée, on a dit, dans les industries textiles, mais pas seulement, on la voit également beaucoup dans les industries de sidérurgie, et on la voit aussi beaucoup dans les transports. À partir du 19e siècle, l'Europe se couvre de voies ferrées qui vont permettre de réduire les distances et également d'accélérer le temps, puisqu'on peut faire plus de kilomètres de manière plus rapide. Les échanges sont également du coup bouleversés, puisque on peut échanger partout à l'intérieur de l'Europe de manière beaucoup plus rapide. La machine à vapeur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une machine qui va transformer l'énergie de la vapeur en énergie mécanique. On va utiliser pour cela de l'eau et du charbon. Donc on jette sur un charbon qui est chauffé de l'eau. À ce moment-là, cela produit de la vapeur qui actionne un piston, qui lui-même actionne une bielle, et qui va mettre en mouvement la machine. Et donc cette machine, soit elle est utilisée dans les transports, soit dans les usines, et elle permet en tout cas d'amorcer un mouvement qui permet de produire, ou d'avancer, des choses de manière rapide, et dans les usines identiques et répétées. Ce qui fait que désormais, un même produit, qu'avant on avait de façon artisanale, donc qui était différent en fonction de la main qui l'avait produite, et bien là, tous les produits sont standardisés et sont globalement le même. Du coup, rapidement, on produit en masse, on produit de manière beaucoup plus rapide, et ça va permettre de satisfaire les besoins d'une population qui est en train de grandir. Les usines, pour être créées, elles vont demander beaucoup d'argent et beaucoup de moyens. À cette époque, et même encore aujourd'hui, pour pouvoir créer une usine, il est assez rare que vous puissiez le faire tout seul, que vous possédiez suffisamment d'argent. Et c'est la naissance de ce qu'on appelle le capitalisme. Le capitalisme, ça se base sur le capital, c'est-à-dire un argent. En gros, comme une personne ne peut pas réunir de l'argent toute seule pour créer une usine, plusieurs personnes vont investir un capital financier, c'est-à-dire de l'argent, et c'est la réunion des différents capitaux qui va permettre de fonder donc une entreprise, une usine, ou même plus grand, une cité industrielle où on réunira usines, logements et d'autres choses qui pourront par exemple satisfaire le bien-être des ouvriers. À l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe entre dans une phase de croissance démographique. Elle va passer à peu près de 80 à 450 millions d'habitants, donc c'est énorme, et cette croissance se couple à une vague migratoire, puisque toutes les personnes ne vont pas forcément rester en Europe, certaines vont partir dans les nouveaux pays, comme par exemple l'Australie et les États-Unis. Et en Europe, par contre, on va voir un exode rural, puisque les gens vont progressivement quitter les campagnes pour aller en direction des villes et des banlieues, où se trouve le travail, donc soit les usines, soit des travaux qui sont par exemple proposés dans les villes comme des emplois domestiques. Et le fait que les gens s'installent de plus en plus en ville crée, en plus de la croissance démographique, une croissance urbaine. Urbaine, urbain, la ville.
Le problème, c'est que les villes de l'époque, ce sont des villes qui ont encore un aspect moyenâgeux. Alors déjà, il y a un manque d'hygiène énorme, mais surtout, il y a un problème de logement, il y a un problème d'insalubrité, les logements ne sont pas du tout faits pour recevoir une telle quantité de monde, donc les gens s'amassent à plusieurs dans des logements tout petits, les ruelles sont très étroites, il y a beaucoup de maladies qui se développent, et il y a énormément de révoltes, de révolutions, parce qu'il n'y a pas de façon justement de pouvoir canaliser toutes ces personnes qui vivent ensemble. Du coup, à partir de la fin du 19e siècle, on va voir beaucoup de villes, notamment des capitales, mettre en place des politiques de grands travaux. Je vais prendre l'exemple ici de la ville de Paris, en France. En 1870, la France passe sous le gouvernement du Second Empire. À l'époque, c'est donc Napoléon III qui est l'empereur de France et il va charger le baron Haussmann, qui était le préfet de la ville de Paris, de transformer et d'embellir Paris, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que Paris puisse briller à l'échelle du monde. Haussmann va engager une politique de grands travaux en s'inspirant notamment des théories antiques et il va créer un grand réseau d'égouts à l'intérieur de la ville de Paris, donc pour permettre comme ça d'aérer, de faire circuler l'air, d'empêcher également la prolifération de maladies. Et il a également aussi un petit objectif en tête, c'est-à-dire de créer de très très grands boulevards pour que les gens ne puissent plus monter de barricades et éviter qu'il y ait des mouvements révolutionnaires. Pour pouvoir réaliser ces travaux, le baron Haussmann va exproprier des propriétés, donc en gros il va sortir les gens de la ville de Paris et leur dire oust, dehors, merci bien, et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec 10 ans de travaux dans la ville. Et surtout, lorsque les gens vont vouloir réintégrer la ville de Paris, eh bien seuls les riches vont pouvoir y revenir, tout simplement parce que les loyers auront augmenté. Donc le baron Haussmann crée de très larges avenues et également des immeubles qu'on appelle les immeubles haussmanniens. Et ces immeubles haussmanniens vont refléter la ségrégation, c'est-à-dire la séparation entre les bourgeois et les ouvriers, donc en gros entre les riches et les pauvres, pour simplifier un petit peu. Alors, la majorité des ouvriers étaient plutôt à l'extérieur des villes, au niveau des banlieues, au niveau des usines et des cités ouvrières, mais par contre, il y en a quand même dans les villes, notamment pour tout ce qui est travaux domestiques. Et du coup, l'immeuble haussmannien va véritablement refléter cette séparation. Donc là, on a une séparation qui s'illustre de manière verticale, puisque au rez-de-chaussée, vous allez avoir les grands magasins. Ensuite, au premier, deuxième balcon, vous allez trouver les populations les plus riches, avec les plus beaux appartements, principalement composés donc de belles moulures, de belles hauteurs sur plafond, de cheminées dans toutes les pièces, d'un beau parquet. Puis, plus vous montez dans les étages, moins en gros vous avez d'argent. Et quand vous arrivez tout en haut, vous êtes sous les toits, sous les combles. Et là, on est plutôt sur des tout petits logements étroits et insalubres réservés aux domestiques. Ces grands travaux, ils sont beaucoup représentés par les peintres de l'époque qui assistent justement aux transformations de la ville de Paris. Par exemple, vous avez Caillebotte qui va représenter ici dans son œuvre au balcon un bourgeois qui est en train de regarder la rue, donc depuis son immeuble haussmannien. Vous allez voir également Pissarro qui va représenter par exemple dans cette œuvre l'ouverture des très grands boulevards et on voit également en fond les immeubles haussmanniens. Donc la ville de Paris est complètement transformée. Haussmann a vraiment embelli la ville avec donc la conséquence qui a fait que c'est une ville qui s'est embourgeoisée puisque c'était surtout ceux qui pouvaient payer les loyers qui vivaient, donc principalement des bourgeois, tandis que les ouvriers se sont retrouvés à l'extérieur et principalement dans certains quartiers où ils allaient recevoir la fumée des usines. Du coup, je vous parle depuis tout à l'heure des bourgeois et des ouvriers parce qu'à cette époque, on a vraiment deux catégories sociales qui vont être distinguées et qui vraiment se fondent dans la société, qui sont donc d'un côté les bourgeois, donc ces hommes bien habillés, distingués, qui dirigent les usines et les entreprises, qui gèrent un capital financier et dont la femme est à la maison et s'occupe des enfants ou passe son temps à lire et à participer à des fêtes. Et de l'autre côté, des ouvriers qui eux travaillent dans les usines, dans les mines et qui sont généralement logés dans ce qu'on appelle des cités ouvrières ou des cités industrielles. Parce que les bourgeois se sont rendus compte que pour pouvoir contrôler la main-d'œuvre ouvrière, eh bien c'était parfois bien de leur permettre de se loger dans un même endroit, comme ça au moins ils sont sûrs qu'ils ont les logements et l'usine à côté et que les ouvriers restent dans ce secteur, donc au moins ils sont comme ça ils sont un peu dépendants du patron. Donc on appelle ça la doctrine du paternalisme, c'est-à-dire que comme des pères, les patrons logent les ouvriers, leur donnent un petit bout de charbon pour qu'ils puissent également se chauffer et vont leur verser un salaire. Mais c'est une stratégie puisque le salaire ensuite sera dépensé dans des magasins de nourriture, dans des bars, dans des loisirs, mais qui appartiennent à la cité ouvrière qui elle-même appartient au patron. Donc en gros l'argent ne sort jamais de la cité ouvrière et retourne toujours entre les mains du grand bourgeois. Les logements ouvriers,
Par exemple, vous allez avoir dans le nord de la France des logements qu'on appelle des corons. Généralement, elles se trouvent composées de 2 pièces, avec la pièce à vivre au rez-de-chaussée, où on trouve la cheminée, la cuisine et l'endroit où on va aussi prendre son bain. Alors généralement en tirant un espèce de grand drap pour se cacher derrière, et puis ensuite on se lave à la bassine. Puis on a une deuxième pièce, parfois à l'étage, parfois dans une autre pièce, qui est la chambre où tout le monde dort ensemble, sachant qu'on a quand même plusieurs générations qui se côtoient. Parmi les ouvriers, on va trouver les gueules noires. Les gueules noires, on les appelle comme ça parce qu'ils ont le visage recouvert de suie à cause du charbon. À l'époque, on a ouvert énormément de mines puisque, je vous disais, on a besoin du charbon pour faire fonctionner la machine à vapeur. Et c'est un emploi qui ne demande pas forcément de qualification, donc la plupart des gens assez pauvres vont aller trouver des emplois dans les mines. Les femmes, les hommes et même les enfants travaillent. Il n'y a pas d'école obligatoire avant les lois de Jules Ferry, donc qui datent de la fin du 19e siècle. Et surtout, on n'envoie pas les enfants à l'école parce que ce sont des bouches supplémentaires à nourrir et qu'en gros, se passer des enfants, eh bien ça veut dire se passer d'un salaire. Et il faudra attendre un petit moment avant que des lois soient mises en place pour interdire le travail des enfants. Les enfants, ils remontent le minerai du fond de la mine en le portant sur des paniers, puisqu'ils sont petits, donc ça leur permet comme ça de remonter les galeries. Les hommes travaillent dans le fond, ils vont généralement être munis d'une pioche où ils vont donc récupérer le minerai, sachant qu'il fait quand même très chaud, qu'ils ont un casque à partir du moment où on leur donne, mais qu'au début ils n'en avaient pas, donc je vous laisse imaginer la difficulté du travail et également les dangers qu'il représente. Les femmes sont également au fond de la mine au début, puis ensuite elles sont remontées et elles sont utilisées pour le triage du charbon. Donc c'est une vie évidemment miséreuse, dans des conditions de travail très précaires, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a pas de droit à la retraite, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de protection pour les employés. Les mineurs, donc je vous disais, ils ont un casque quand on leur donne, mais avant il n'y en avait pas. Ils sont soumis à tous les dangers, notamment au grisou, puisque pour pouvoir récupérer le minerai, on le fait sauter en utilisant un gaz inflammable qui fait sauter les murs, mais ça arrive très régulièrement qu'il y ait des catastrophes et que des hommes se retrouvent ensevelis et enfouis sous la mine, ou plus tard qu'ils développent des maladies pulmonaires puisque ce gaz qu'ils respirent eh bien, va s'attaquer aux poumons, donc généralement ils ne vivaient pas très longtemps, ils n'allaient pas au-delà de 40-50 ans. À l'époque vous avez des hommes politiques ou auteurs qui vont s'intéresser à la condition des ouvriers et qui veulent porter leur voix. C'est le cas notamment donc, dans la littérature où Émile Zola, qui est donc un journaliste et écrivain, va descendre dans les mines de charbon, alors pas que, il va aussi se renseigner et dénoncer par exemple ce qui se passe du côté des grands travaux haussmanniens et de ce que Haussmann a pu avoir comme conséquence sur les ouvriers. Dans son livre Germinal, il va notamment parler de la condition de vie et du travail des ouvriers dans les mines de manière très journalistique, presque comme un travail d'enquête. Vous avez également Victor Hugo qui va dénoncer la vie de misère des ouvriers dans Les Misérables, ou par exemple le travail des enfants dans le poème Mélancolia. Alors, les auteurs veulent interpeller le monde politique et ils leur envoient une sorte de message, donc c'est quand même des œuvres qui sont très engagées, avec l'idée un petit peu de leur dire prenez vite des mesures parce que sinon vous allez vous retrouver avec des révoltes sur les bras. Et d'ailleurs, au 19e siècle, eh bien, il y a de très nombreuses révoltes, principalement menées par des ouvriers, puisqu'évidemment, ils n'ont pas d'argent, donc ils essayent de réclamer des droits. À l'époque, il y a également la création de nouveaux courants politiques qui vont apparaître et qui vont accompagner les révoltes ouvrières pour pouvoir justement constituer des groupes autour de certaines orientations politiques. Vous en avez une qui s'appelle le libéralisme, qui serait plutôt le courant politique des personnes... qui serait plutôt le courant politique des bourgeois. Donc le libéralisme est basé sur le mot liberté, donc là on va rester plutôt sur un courant économique, basé sur la liberté de l'individu, la liberté d'entreprendre. Ils veulent notamment une libre concurrence des marchés, des propriétés privées, et le fait qu'on puisse investir de l'argent, qu'on puisse investir et gagner beaucoup d'argent. D'un autre côté, vous avez deux autres courants qui sont plutôt portés vers les ouvriers. Le socialisme, qui est défendu par un homme qui s'appelle Jean Jaurès, qui va notamment obtenir des lois et des droits pour les ouvriers. Le socialisme, il vise à réduire et supprimer les inégalités sociales, tout cela en passant par des réformes qu'il essaye de présenter devant l'État et l'Assemblée. Dans le même courant, vous avez le communisme, alors qui est théorisé et défini par Engels et Karl Marx. Alors, comme les socialistes, ils veulent réduire et supprimer les inégalités, mais ils vont beaucoup plus loin, déjà parce qu'eux veulent passer par des révoltes, par une révolution prolétaire, c'est-à-dire une révolution ouvrière, et ils veulent une suppression de la propriété privée et l'absence totale de classe sociale. À cela s'ajoute la création des syndicats, qui sont autorisés à partir de 1884 avec la loi Waldeck-Rousseau, l'idée étant de créer des organisations professionnelles qui vont défendre le droit des travailleurs. Mais il va quand même falloir attendre tout le long du 19e siècle
et même le début du XXe siècle et encore aujourd'hui, pour pouvoir améliorer les conditions de vie des ouvriers. Par exemple, c'est en 1841 que la loi va interdire le travail des enfants de moins de 8 ans. C'est en 1864 que le droit de grève va être autorisé. C'est en 1906 qu'on va avoir la première loi sur le repos hebdomadaire, ce qui veut dire que c'est à partir de là, donc début du XXe siècle, qu'on va dire aux gens, vous avez le droit de vous reposer une journée par semaine, généralement le dimanche pour pouvoir aller à la messe. Vous avez en 1936 la première loi sur les congés payés, puisque le gouvernement du Front populaire de Léon Blum va permettre la création donc, de ces 2 semaines de congés payés pour que les gens aillent en vacances. C'était la première fois qu'ils allaient en vacances. Et après, vous avez donc 2 nouveaux droits qui sont conquis au cours du temps. 1945, la création de la sécurité sociale. 1950, la loi sur le salaire minimum garanti. Donc vous voyez quand même que la conquête des droits des travailleurs, c'est quelque chose qui est progressif et qui se fait encore aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.